Je viens de regarder l'émission Arte, Le Business du Bonheur. C'était hyper intéressant et en fait j'en ai tiré plusieurs petits insights que j'aimerais vous partager. Déjà le premier c'est que le business du bonheur c'est quelque chose qui est apparu depuis très très longtemps. On a par exemple Tony Robbins qui vendait des cassettes dans les années 80 sur comment se dépasser, comment être heureux, tout ça, tout ça. Tony Robbins, du coup si vous le connaissez pas, c'est un gourou du bonheur qui vend des séminaires notamment il a un format qui est un séminaire d'une semaine qui se vend entre 6 000 et 8 000 $ et qui supposément aide les gens à être plus heureux, à trouver plus de bonheur dans leur vie, trouver plus de bonheur en eux-mêmes, plus de combativité, plus de positivité. Et c'est un peu ça, c'est ce qui caractérise comme sa mission. Et il y a un peu avec ce personnage associé pas mal un espèce de mythe du self-made man un peu à l'américaine. C'est quelqu'un qui avait une mère alcoolique et qui a comme ça un parcours un peu prophétique de la personne qui a réussi malgré des conditions difficiles, etc. Donc s'il l'a fait, tout le monde peut le faire. Il y a un peu cette idée-là. Tony Robbins, c'est notamment le coach qui a accompagné Lady Diana, des multimilliardaires, il a accompagné des joueurs de tennis très connus, des sportifs très connus. Il est aussi connu pour avoir fait marcher Oprah Winfrey sur des charbons ardents. Il y a une étude qui a été faite dans une entreprise qui visait à définir quel type d'éclairage permettait le mieux aux employés d'être productifs. Et on s'est aperçu, donc l'enquête n'a pas vraiment permis de démontrer quel type d'éclairage était le plus efficace, mais on s'est aperçu que le fait même de mener cette enquête et de s'intéresser au bien-être du coup des travailleurs dans une entreprise faisait augmenter naturellement leur productivité. Donc en fait, c'est pas tellement les conditions, c'est le fait qu'on s'intéresse aux conditions qui du coup va favoriser le fait que les travailleurs, les travailleuses soient plus productifs, donc enfin se sentent plus pris en compte par leur entreprise et donc soient plus productifs. Il y a un lien direct entre bien-être et productivité. Et en fait, ce lien-là, il a été établi un peu à partir de cette étude-là. Ça a été assez concomitant et ça a été un tournant dans la doctrine précédente qui était celle du Fordisme, qui était de considérer les êtres humains un peu comme des machines et il fallait optimiser les machines avec la chaîne de production, avec le tapis roulant, qui faisait que on optimisait le temps et les déplacements des employés, mais on ne s'intéressait pas du tout aux employés eux-mêmes. On s'intéressait à comment ils utilisaient leur temps et comment est-ce qu'ils déplaçaient leur corps dans l'espace de la chaîne de production. Et c'est notamment avec cette étude qu'on va commencer à s'intéresser à l'employé lui-même et à voir en fait comment est-ce qu'on peut améliorer sa productivité en faisant jouer des paramètres internes à l'employé. Donc dans les entreprises, ça a pris dans les dernières années des tournants assez marqués, comme par exemple l'apparition du métier de happiness manager, qui consiste à organiser des moments un peu conviviaux, des moments sociaux, des moments de team building, des apéros, des moments de jeu, des moments de rencontres sportives entre les employés, pour favoriser en fait le bien-être de cela. Le happiness manager vient un peu jouer le rôle de tampon entre le dirigeant qui va vouloir du coup qui va s'intéresser plus ou moins directement au chiffre d'affaires de l'entreprise et le happiness manager qui du coup sa fonction première affichée va être le bonheur des salariés. Parallèlement à ça, on est dans l'ère de notre société où il y a le plus d'arrêts maladie longue durée. En fait, le système actuel, c'est des faits, hein, ça a été montré, il y a des chiffres qui le montrent, fait qu'il y a des arrêts maladie de plus en plus prolongés dans les sociétés, dans les entreprises, parce que la pression que vivent les travailleurs est de plus en plus énorme, en fait. Et ça, on le sait parce que, par exemple, un Français sur 10 se dit en détresse dans son travail. Et parallèlement à ça, on a une augmentation de cette espèce de trend du coaching positif qui va en fait un petit peu venir mettre un vernis sur les conditions de travail difficiles, sur la difficulté à obtenir des congés, ce genre de choses. En fait, on a une violence de la compétition économique qui pèse énormément sur les employés, etc. Mais les employés se retrouvent à se voir remettre les conditions de leur bonheur, à se voir remettre les clés de leur bonheur en eux-mêmes. Donc en fait, c'est un peu de leur responsabilité s'ils n'ont pas la force de trouver les ressources en eux-mêmes pour aller bien en fait. Parce que bah, comme on est censé tous avoir la possibilité d'aller bien, c'est un peu comme on pourrait parler de
une espèce de privatisation du bonheur de la société. C'est plus la société qui collectivement est responsable du bonheur des individus, c'est les individus qui sont responsables de leur bonheur eux-mêmes. Donc si les individus ne sont pas heureux, c'est pas la faute de l'entreprise, c'est pas la faute de la société, c'est pas la faute des conditions économiques, politiques, c'est la faute des individus. Et je me permets une petite pause entre deux rendez-vous pour faire du montage et aussi te dire que si cette vidéo te plaît, tu peux la liker, la partager à une personne que le sujet intéresse. Tu peux également, si une chose que j'ai dit ou que je vais dire te pose question, laisser un petit commentaire dans la bienveillance et le respect, évidemment. D'autre part, si tu as envie de faire le point sur ton rapport aux réseaux sociaux, sache qu'il y a dans la description un lien vers un questionnaire, un quiz, que j'ai appelé le quiz sérénité et qui te permet, de faire le point sur où est-ce que tu en es dans ta pratique en tant que thérapeute ou coach bien-être. Donc n'hésite pas, c'est un questionnaire qui permet à pas mal de mes clientes de faire le point sur là où elles en sont et ce qu'il leur reste à faire. Ça permet de poser des actions, d'avoir une vision. Par ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages sur Insta pour me demander comment me rencontrer. Donc j'ai créé un lien que j'ai mis aussi dans la description qui te permet de réserver un créneau avec moi pour un appel découverte. Attention, il n'y a que quelques sessions par mois, donc les places sont limitées. Tu trouves le lien et toutes les infos dans la description. Et moi, je te souhaite un bon visionnage. Donc sur la vibe politique, il y a eu toute une vague en fait de politiciens, dont David Cameron, Nicolas Sarkozy par exemple, qui ont lancé de grandes enquêtes pour mesurer le bonheur de la population. Ils ont fait ça tout simplement en insérant, ils ont lancé une enquête en insérant des questions comme à quel point sur 10, à combien est-ce que vous êtes senti heureux aujourd'hui? Et parallèlement à ça, on peut observer aussi que c'est des présidents qui ont lancé des plans d'austérité très très importants. Et ça a donné des choses un peu hors sol, de type, on va lancer un immense plan d'austérité et parallèlement à ça, on va demander aux chômeurs de participer à des programmes de coaching positif où ils devront scander que le chômage est un problème non politique, non social, mais un problème interne. Donc il y avait comme ça des mantras que, les chômeurs devaient répéter dans des formations. Il y a des coachs en positivité qui gagnaient des milliers comme ça en allant, dans les entreprises ou en travaillant pour les instances gouvernementales, en aidant les les personnes à, trouver le bonheur en eux-mêmes et ne plus aller le chercher à l'extérieur, donc ne plus demander de meilleures conditions de travail, ne plus se plaindre des conditions sociales, économiques et cetera. Le plan d'austérité lancé par David Cameron, c'était le plan d'austérité le plus sévère depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas rien. En 2008, Sarkozy, c'était avec le rapport Stiglitz qu'il a voulu mesurer du coup le bonheur de la population. Il y a eu comme quelque chose de, particulièrement parmi les partis de droite, une volonté de signaler, en tout cas d'afficher, une préoccupation pour le bonheur de la société. Donc on va mesurer le bonheur de la société, on va se demander comment est-ce qu'on peut aider les gens à trouver le bonheur en eux-mêmes, mais c'est un petit peu agiter un chiffon pour dire qu'en fait, le bonheur, c'est une responsabilité personnelle et du coup, plus la peine de, je sais pas moi, manifester pour demander plus de droits sociaux, etc. Donc tout ça, c'est venu principalement en Europe d'un besoin de marquer un changement de direction après la crise financière, puisque la crise financière, donc c'était assez admis que pendant la crise financière, il y a eu un problème de cupidité. Et là, du coup, je m'apprêtais à regarder un documentaire sur Bernard Madoff. La crise financière a démontré qu'il y avait un problème de cupidité d'un petit nombre de la population, enfin des dirigeants qui essayaient de s'accaparer coûte que coûte avec une espèce d'avidité incroyable, énormément de richesses au détriment de personnes qui en avaient vraiment besoin. Donc le coaching positif est venu en quelque sorte mettre une sorte de vernis idéologique sur les problèmes sociétaux et politiques des sociétés européennes, quoi. D'ailleurs, le documentaire commence par un constat. Il explique que la psychologie aujourd'hui et la discipline de Freud, tout particulièrement, va un petit peu chercher dans l'histoire, le contexte de l'individu et plus de la société, des raisons de son mal-être et du coup le responsabiliser sur le fait qu'il n'est pas heureux. Donc là-dessus, il y a un personnage qui est intéressant aussi dans ce contexte, c'est Richard Layard, qui a poussé pour intégrer le bonheur en plus de la mesure du PIB, donc dans la mesure des indicateurs qui sont intéressants à relever pour une société. Donc il a notamment travaillé avec David Cameron
à l'époque où celui-ci a voulu implémenter cette espèce de grande enquête. Donc il l'a fait avec l'influence du coup de Richard Layard. Richard Layard qui lui-même s'est associé aux Nations Unies pour mener une enquête cette fois internationale de quelles sont les nations les plus heureuses et d'établir comme ça un classement de quelle est la nation la plus heureuse, un peu pour l'ériger en modèle et montrer que bah oui c'est possible et ça va. Et alors, faut savoir que Richard Layard, c'est aussi une personne qui s'occupe d'un comité, qui est au service de l'économie. Donc en fait, le même personnage mène des études et des enquêtes qui sont faites pour favoriser l'économie, et en parallèle de ça, il mène des études et des enquêtes qui sont faites pour favoriser le bonheur. Donc il y a toujours un peu une corrélation entre les deux. L'objectif ultime, c'est quand même toujours de favoriser l'économie. Le problème de tout ça, c'est que ça conduit à une absence de remise en cause partielle ou totale des inégalités politiques et sociales, et donc un refoulement des émotions des individus en eux-mêmes, et donc in fine un mal-être généralisé en fait, et une impossibilité de se retourner contre un peu les responsables de ce mal-être social et politique, puisque ben c'est de sa responsabilité si on n'est pas heureux. Et il y avait un exemple avec il y a eu un sommet sur le bonheur qui a eu lieu, où d'ailleurs Tony Robbins a été invité, qui a eu lieu à Dubaï. Dubaï qui est du coup la capitale des Émirats Arabes Unis et qui est le pays où on peut être condamné à mourir par lapidation si on est homosexuel ou si on est une femme et qu'on a trompé son mari. Donc il y a dans ce pays une femme qui a été élue ministre du bonheur. Et c'est en fait, c'est hyper paradoxal de voir que on ne remet pas du tout en question le contexte, mais on va comme ça mettre un vernis pour, s'assurer, en tout cas montrer qu'on s'assure du bonheur des gens. Donc moi, ce documentaire, il m'a un peu surpris, déjà parce que je pensais qu'on allait beaucoup plus parler des personnes qui aujourd'hui, s'assurent du bonheur et du bien-être des gens. Donc moi, je sais que j'en parle aussi un peu dans ce que je fais. Je mets en avant le fait que c'est important de se reposer, de revenir à soi pour être plus productif, pour être mieux dans son travail, et cetera. Parce que si on est préoccupé, bah, forcément on peut pas être efficace. Donc l'importance de prendre des pauses, l'importance de prendre des temps de repos, l'importance de prendre des vacances, tout ça j'en parle. Et en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de, l'aspect entrepreneurial. Il y a pas presque pas de il est presque pas fait mention de l'aspect entrepreneurial. On parle de l'aspect, du coup, politique, on parle de l'aspect économique, on parle du coaching positif en entreprise, mais on parle pas du tout du coaching positif, enfin, ou très peu. On dit que les salariés vont, de plus en plus prendre des coachs pour aller mieux plutôt que de se retourner contre leur entreprise qui ne leur donne pas assez de congés, pour se reposer. Mais en fait, j'ai eu comme un je dois dire que j'ai eu il y a une partie de moi qui a eu comme une sorte de satisfaction de se dire: «En fait, je ne suis plus salariée». Bah, voilà, bon, aujourd'hui, je ne suis pas salariée, voilà, bienveillance pour la petite moi qui peut-être un jour retournera dans le salariat, il y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je ne suis plus salariée et je mesure que en fait, c'est une situation hyper privilégiée parce que j'ai la chance de gagner ma vie sans avoir besoin d'être salariée, de dépendre d'un seul patron, et ça, je suis très chanceuse de pouvoir faire ça. Parce que je vois du coup, enfin ce documentaire m'a horrifiée sur les formes que peuvent prendre le coaching, de la positive, enfin le coaching bien-être dans les entreprises. C'est quelque chose bah, que j'approuve pas, parce que, bah, voilà, sans vouloir être extrême, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises où ça sert justement de vernis pour cacher des problèmes managériaux bien plus importants, même si c'est pas toujours le cas. Il y a des fois il y a de bons patrons qui veulent vraiment le bien-être de leurs salariés. Mais voilà, ça s'est vu. Il y a eu des problèmes, qui ont tendu à être cachés par du coaching de la positivité, du coaching bien-être, alors que le vrai problème, c'était des conditions de travail des employés. Et c'était pas leur incapacité à être heureux, finalement. Donc en fait, ce que ce documentaire reproche, notamment à la psychologie et au coaching bien-être, à la positivité, c'est un peu de réaliser une sorte de privatisation de la souffrance sociale
qui relève d'une forme de responsabilité collective vers une responsabilité individuelle. Donc on va dans les formes les plus horribles, ça prend l'aspect de on va culpabiliser l'individu s'il n'est pas heureux, alors que s'il n'est pas heureux, ça dépend de conditions externes dont il n'a pas la maîtrise lui-même. On n'est pas heureux parce qu'on le décide, on est heureux parce qu'on vit dans un pays qui respecte les droits de l'homme, on est heureux parce que on a suffisamment de conditions pour vivre bien, on a suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins primaires, etc., etc. Et d'ailleurs, du coup, je voudrais revenir sur ce que je dis tout à l'heure quand je disais que je m'estimais chanceuse d'être dans la situation dans laquelle je suis, à tes souhaits. J'ai pu du coup devenir auto-entrepreneuse parce que notamment j'ai pu faire des études, m'instruire, voilà, me donner la possibilité de faire des études et m'instruire. Et j'ai pu faire ça parce qu'il y a 2 personnes de ma famille qui se sont portées garantes pour que je puisse faire un prêt et payer mes études. Donc c'est pas non plus complètement hors sol. Je veux dire, j'en suis là où j'en suis aussi parce que j'ai des privilèges. Donc je voudrais pas complètement squeezer le fait que voilà, je voudrais sortir un peu de ce mythe de la self-made person parce que oui, il y a de la volonté, oui, il y a des efforts, mais il y a aussi des conditions de base qui font que j'ai eu des avantages que peut-être d'autres personnes n'ont pas pu avoir. Et ce que ce documentaire ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est que il y a comme une idée que se rendre plus heureux, c'est répéter qu'on est heureux, se focaliser sur le positif, pratiquer la gratitude, etc. Oui, mais je pense, et ça je l'ai toujours dit, que c'est hyper important de prendre en compte là où on en est maintenant en fait, de prendre en compte comment on se sent. Et comment on se sent, il se peut que que ce soit lié à des conditions extérieures. Et c'est très bien de prendre en compte ses émotions, d'écouter son corps, de sentir comment on se sent maintenant pour partir de là où on est et pour peut-être s'apporter du soin, etc. Mais je pense qu'il y a une dimension collective qui n'est pas à négliger. Je crois pour ma part que tout succès est collectif, qu'on ne peut pas réussir comme ça tout seul en partant de rien. J'en parlais tout à l'heure avec du coup ma mère et ma grand-mère, pour le coup c'est elles, bisous à elles, qui m'ont permis du coup de faire ce prêt pour faire mes études. Donc voilà, tout succès est collectif et l'aspect collectif n'est pas à négliger et se battre pour que collectivement on puisse accéder à plus de bonheur, c'est tout aussi important que de se prendre en compte soi, s'écouter soi et prendre soin de soi. Voilà. Donc quand je dis se battre, ça peut être tout simplement revendiquer ou demander en fait à avoir des conditions de vie meilleures, des conditions de travail meilleures, etc. Pour moi, je pense que ça va ensemble. Enfin, je pense qu'il y a un curseur en fait. Il y a d'un côté le fait de être uniquement dans la lutte et se dire oui, c'est de la faute de la société, c'est de la faute des politiques, c'est de la faute des dirigeants, etc. Si je suis pas heureux, c'est de la faute de mes conditions de vie. Alors il y a tout ça. Il y a le fait qu'il y a des personnes qui naissent moins privilégiées que d'autres. Il y a des personnes qui sont moins privilégiées que d'autres. Mais il y a aussi le fait que c'est important de revenir à soi, de s'écouter et de un peu se nettoyer. Voilà, prendre un peu une douche émotionnelle de temps en temps pour pas se laisser envahir par tout ça. Pour moi, ça va ensemble. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect collectif et qu'il ne faut pas négliger l'aspect individuel non plus. Je crois que, voilà, d'un côté, il y a remettre la faute de son mal-être sur l'extérieur. De l'autre côté, il y a considérer qu'on est les seuls tributaires, les seuls responsables de notre bonheur. Et moi, je serais pour la voie du milieu qui est de dire, en fait, c'est un tout. On peut soit se donner plus de bien-être, etc., mais on ne doit pas négliger le fait que collectivement on a droit de prétendre à mieux. Et d'un autre côté, on peut demander à prétendre à mieux, mais il ne faut pas négliger aussi le fait de prendre soin de soi. Voilà, on prend sa douche tous les jours, et on pourrait prendre sa douche de penser un peu tous les jours, voilà, de faire le scan de comment on se sent, de à quoi on pense, de quelles pensées nous rendent heureux et quelles pensées ne nous rendent pas heureux. J'espère que ce petit récap vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse d'autres. Moi, en tout cas, j'avais envie de voir ce documentaire parce que Tony Robbins, c'est une personne dont j'ai regardé certains contenus. Il y avait aussi Lilou Massé qui est apparue un moment dans ce documentaire, comme elle était un peu spotée comme les gourous du bonheur
qui prône la quête du bonheur pour soi-même. Il y avait le film The Pursuit of Happiness que j'ai vu avec l'acteur, dont je me souviens un peu le nom, mettez-moi le nom en commentaire s'il vous plaît, je me rappelle plus. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont touchée, que j'ai regardé, que j'ai consommé, et ça me paraissait important d'avoir un regard critique sur tout ça. Donc voilà, je suis super contente d'avoir regardé ce documentaire qui est toujours disponible du coup sur YouTube, produit par Arte, et j'espère que ce petit récap vous aura plu.